secrétaire est venu de Lyon spécialement ce soir. Et il est touche à tout. Je crois que j'avais le droit d'utiliser ce terme. Mais il est aussi spécialiste des discours du punk, du corps, de l'homophobie dans le sport aussi. Je te laisse commencer l'entretien. En fait, je savais pas en venant que ça allait être un piège comme ça. J'ai l'air de piéger le monde. Non, c'est Stéphanie qui m'a piégé. Mais grâce à ce piège, on fait déjà une belle rencontre et j'ai envie de vous poser une question. Ça vous fait quoi d'être là ce soir? Plutôt ça me plaît de voir comme une personne qu'il y a là. Et, voilà, c'est ça, ça me plaît. Plutôt que ce soit dans un endroit officiel et avec des gens des générations passées, si je puis dire. Donc, avoir surtout la diversité des personnes. Mais bon, après, on va voir comment on réagit. Mais bon, je dois dire que tout ça, c'est la faute de Stéphanie. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle s'est manifestée. J'étais très étonnée que quelqu'un se manifeste, surtout étant donné l'intérêt que vous aviez autour du féminisme, et étant donné que j'étais, à cause du livre que j'ai écrit en 77, ça fait donc 40 ans après, alors que j'étais quand même éliminée systématiquement de toutes les bibliographies du féminisme. J'étais très étonnée qu'il y ait quelqu'un qui tout d'un coup voit que quelque chose d'autre avait été écrit. Et puis quand on s'est rencontrés, tout de suite ça m'a fait plaisir. Et puis il n'y a eu aucune difficulté à parler. Voilà. Donc du coup, je suis plutôt contente. Voilà. Voilà, après, on va voir comment ça va se terminer, mais pour l'instant, ça va. Déjà, ça commence bien déjà? Oui, ça commence bien. On ne sait jamais comment ça finit, mais ça commence bien. Voilà. Alors, je vous ai vu il n'y a pas longtemps. Oui, Allez, je vais vous le dire. À Paris, à l'exposition Contre-Culture, il y a une exposition qui a eu lieu à la Maison Rouge. Oui. Alors pour les gens qui ne savent pas, c'est une exposition qui retraçait 20 ans de contre-culture, mais dans tous les domaines, puisque ça allait d'Harakiri au mouvement bazooka, du mouvement punk au mouvement de lutte contre les prisons. Et puis il y avait des extraits d'interviews que vous avez faites à la télévision. Donc c'était quelque chose d'assez large. Et peut-être que je pourrais simplement vous poser cette question. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, 40 ans après, de vous retrouver dans une exposition qui fait une sorte de photographie des contre-cultures à la fin des années 70, début des années 80? Ça me déplaît fortement. Ça me déplaît fortement parce que justement c'est les garçons qui ont fait cette exposition avaient pris contact avec moi et j'avais dit que je ne croyais pas aux contre-cultures. Justement parce que les choses dont ils... Bon, je ne sais pas ce que c'est que la contre-culture, quand en plus tout d'un coup on systématise ça, et étant donné ce qu'ils avaient évoqué, moi ça me paraissait être justement ce qui dans ces années-là était au devant de la scène ou avait une sorte de parfum un petit peu de soufre, mais qui ne me paraissait pas du tout la contre-culture. Et j'étais très étonnée justement de voir qu'ils ont pris cet extrait de l'émission de télévision à laquelle vous faites allusion, sans me demander. Et j'ai trouvé l'exposition plutôt lamentable. Plutôt lamentable parce que c'est une sorte de confusion mentale. Bon, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris grand-chose à grand-chose et qu'ils ont mis ce qui leur paraissait un petit peu comme ça. Et puis et après ils ont bâti un discours que j'ai même pas beaucoup prêté attention parce que tout ça, ça me déplaisait. Je ne sais pas comment vous avez réagi à ça. J'aimerais bien savoir comment vous, qui vous êtes occupé de ça, avez réagi, ou des gens qui sont dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont occupés de ça dans la salle? Ou qui ont vu l'exposition, tout ça. Vous l'avez vu peut-être? Non. Je sais pas, c'est intéressant de reconstruire ce qu'on a vécu. Par exemple, là récemment, j'ai découvert, moi j'adorais écouter par exemple Gasoline, punk,
pseudo-punk en fait, parce que c'est un truc en fait un peu commercial. J'étais gamin quand j'écoutais ça, je m'excitais là-dessus avec mon frère. En fait, je viens de découvrir que c'était une espèce d'opération marketing d'Alain Camp, qui est une sorte de Bowie français. Et j'ai compris ce qui s'était passé avant et après Gasoline. Alors que moi, mon souvenir, c'est pas du tout ça. Enfin, il y a un vécu corporel, bien sûr, aussi, ça, je ne le dis pas. Mais c'était amusant de réaliser ça. Oui, mais bon, en même temps, on voit bien que c'est une sorte d'ersatz. Ah oui, mais je vais pas... C'est ça, et en plus, en particulier, Gasoline, là, c'était quand même... Je pense que parmi les choses les plus fortes, les plus importantes qu'il y a eu dans ces années-là, c'était justement les gens qui étaient liés au phare, c'est-à-dire au front homosexuel d'Action révolutionnaire, en particulier où il y avait ce personnage, moi, pour qui j'ai depuis toujours une grande déférence, c'est Guy Hocquinghem, voilà, et qu'il y avait les Gasolines, c'était les travestis de l'affaire. Et pour moi, c'était que les choses qui bougeaient vraiment, c'était là. Alors après qu'on en fasse, voilà, c'est ça qui est quand même déplorable. Et vous voyez, ce genre d'exposition, on met un peu tout sur le même plan, comme ça, donc c'est ça qui est dommage. Voilà. Et après, j'ai rencontré, elle avait demandé ce qu'on se voit, Hélène Azera, qui est donc, a été parmi les Gasolines et qui a eu une action importante, parce qu'elle n'a pas démérité, si je peux dire, contrairement à beaucoup d'autres. Et je ne sais pas du tout ce qu'elle a pensé, je ne l'ai pas vue depuis cette exposition-là, mais je pense qu'elle doit être à peu près dans le même état que moi. Est-ce que par exemple, justement, quelqu'un comme Hélène Azera, c'est quelqu'un dont on peut peut-être marquer la radicalité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est resté entière depuis 40 ans en fait. Oui, c'est ça. Tout en étant, je ne sais pas si vous connaissez Hélène Azera, elle est aujourd'hui journaliste sur France Culture, elle a une émission de chansons françaises. Et donc il y a ça qui est quand même assez original par rapport à tout ce qu'on a pu lire aussi dans ce que vous avez écrit. C'est quelqu'un qui reste entière, tout en étant dans une position où elle va transmettre un élément de la culture qui est relativement, pas orthodoxe, mais en tout cas qui participe du patrimoine le plus vous parlez des chansons ? Les chansons françaises. Oui, alors bon, je pense qu'elle a une très grande connaissance de ces chansons-là. Et puis quand on les écoute, il faut dire qu'elles sont très drôles. Oui. Elles sont très drôles et elles sont très aussi, à leur façon, subversives. Donc, et qu'il y a aussi en même temps dans cette tradition populaire, parce que c'est de ça dont il s'agit, qu'il y a aussi une innocence, une naïveté qui est formidable. Et avec la résurgence toujours de l'humour et quand même une dimension très forte de la sexualité là-dedans, quand même. Ouais. Donc je vois pas, c'est pas du tout contradictoire avec ce qui a motivé tout le comportement d'Hélène Azera. C'est peut-être au contraire quelque chose d'autant plus important, qu'elle passe par des choses anodines, des chansons qui paraissent ordinaires, des chansons du patrimoine, de vieilles chansons, parce qu'il y a des chansons du début du siècle, des années 50, mais aussi tout un tas de chansons qui viennent des anciennes colonies françaises, donc il y a aussi un mix qu'elle fait. Et c'est peut-être ça aussi la force, c'est d'arriver à produire un décalage, à produire quelque chose de subversif par l'ordinaire. Oui, je pense que oui. Puis bon, en mettant aussi, quand elle fait ça, il y a une sorte de mise à distance avec beaucoup de choses qui sont diffusées aujourd'hui et qui quand même participent de la marchandisation à outrance, justement, de ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine sensible. Voilà. Et alors, je ne peux pas trop rester sur cette exposition, mais par rapport à ce que vous dites, votre position, parce que là il y a une question de génération aussi, c'est-à-dire que quand on voit l'exposition aujourd'hui, on a 30 ans, même 40 ans, voire 50, on est décalé par rapport au tout début de la période où on voit des dessins, on entend des chansons qui sont celles de l'enfance de certains, voire qui étaient la préhistoire d'autres personnes. Et alors pour vous, quels seraient peut-être les moments marquants? Vous avez parlé du phare, est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça qui vous paraissent devoir peut-être être sortis du lot de ce foisonnement, ce kaléidoscope des contre-cultures qui a été présenté?
Non, pas tellement, puis j'ai pas envie de faire une sorte d'ancien combattant, enfin c'est plutôt... non, je pense que c'est plutôt à chacun de vous, si vous avez trouvé de quoi vous nourrir, c'est très bien, mais je vais pas faire un catalogue, je vais pas dire c'est ça, et ça. Ouais. Non, là je suis plus... Ah, d'accord, très bien. Alors, c'est plutôt à chacun de trouver ce qui lui importe, quoi, c'est ça. Ouais. dans le film, tout à l'heure, on vous entend parler des idées cuirasses, des idées de prison, des idées qui bloquent en fait. Peut-être ça renvoie aussi à ce que vous disiez tout à l'heure, peut-être la contradiction apparente entre Stéphanie qui se présente, enfin, qui est féministe, qui agit de façon féministe, et puis quelque chose qui vous a coûté, puisqu'il y a eu effectivement une sorte d'effacement, en tout cas des positionnements assez violents vis-à-vis de vos positions. Est-ce que ça, quand on parle d'idées cuirasses ou d'idées comme ça qui bloquent, ça peut référer comme ça à un mouvement social qui finalement va à l'encontre de son projet initial qui serait l'émancipation? Oui, par exemple, dans le cas du féminisme, c'est-à-dire quand même ce qu'il y avait de très fort dans ces années-là, ça a été l'accessibilité de la pilule, ce qui changeait complètement tout pour les filles. La vie changeait à partir du moment où ils pouvaient... Bon. Et ce qui m'a, moi, révoltée et attristée, c'était, je répète un peu ce que j'ai dit hier, je m'excuse, mais que c'était au moment où les filles pouvaient commencer à penser à leur liberté et à essayer de la vivre, que justement se mettaient en place des mouvements et des idéologies qui à nouveau allaient peser sur les personnes et créer une sorte de ghetto. Et tout d'un coup, on ramenait les femmes à leurs conditions de femmes, et là, on essayait de faire en sorte qu'elles se ressemblent, qu'elles se rassemblent pour se ressembler, etc. Et ça, moi, j'ai trouvé ça complètement intolérable, justement au moment où les unes et les autres. Et ça, pour moi, c'est quand il y a la constitution de cette idéologie qui se manifeste de façon très dure, très forte, et puis qui exerce une sorte de terreur en quelque sorte sur les êtres qui très souvent sont dans des conditions d'infériorité, sont démunis parce qu'ils n'ont pas eu les moyens de penser ce qu'ils sont en train de vivre, et que tout d'un coup il y a une chape idéologique qui se met là, qui sert de prêt à penser, et ça moi ça me met dans tous les états. Et je suis très... En plus, en ce qui concerne le mouvement des filles autour des années 70, c'est que beaucoup quand même ça venait de milieux bourgeois, et tout d'un coup ça leur donnait l'occasion de se mettre en avant, d'exister, et au détriment justement d'analyses véritables sur la condition qui était celle des femmes à ce moment-là, qui était loin d'être satisfaisante. Et tout ça ensemble, ça m'a... Et puis il y avait une sorte de trahison justement par rapport à la grande tradition féministe donc de la fin du XVIIIe siècle européen, et puis tout le XIXe, et puis aussi les anarchistes du début du XXe siècle, sans parler non plus de ce qui se passe dans le romantisme allemand, qui a aussi quelque chose de très fort, où tout d'un coup, parce qu'il y a aussi un effort de repenser le rapport entre les hommes et les femmes avec une égalité, et puis les personnages que ça fait émerger, du genre Caroline de Bunderode, etc. Donc, et on faisait comme si ça n'avait pas existé. Alors tout ça ensemble, ça me paraissait insupportable. Donc j'ai pas pu ne pas intervenir, plutôt crier. Moi j'ai bien envie de profiter. Il y a quelque chose qui m'a fascinée, parce qu'il faut savoir que lâcher tout, moi ça fait un petit moment que je suis prise dans les réseaux études genre, on m'a fait suivre l'école doctorale en études genre, mais je n'avais effectivement jamais vu le nom d'Annie Lebrun apparaître dans les biographies. Donc je l'ai découvert dans la conférence d'une historienne de la littérature qui a eu la bonne idée de faire circuler le livre Lâcher tout. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on ne le lâche plus une fois qu'on l'a dans les mains, parce que déjà le bandeau, les premières phrases, on a compris de quoi il s'agissait, et
ça fait du bien de se faire bousculer. C'est une vraie effraction, ce livre, pour reprendre un terme que vous utilisez. Et puis on dégomme quelques noms au passage. Et puis moi, il y a une idée qui me plaît beaucoup dans ce que vous avez pu écrire ou dire dans des entretiens. Vous avez dit, parce que là, vous parlez de la confiscation de certaines paroles par d'autres femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez détestable. Mais il y a l'autre chose, c'est la confiscation des mouvements d'identité par les étiquettes. Alors, vous n'aimez pas les étiquettes, vraisemblablement. Et puis, vous avez dit que l'étiquette femme, vous l'utilisiez par commodité, parce que c'était pratique pour communiquer, mais que vous vous débarrasseriez bien de cette étiquette femme. Vous seriez d'accord de nous dire comment vous pourriez vous en débarrasser? C'est-à-dire que, je sais pas, enfin pour moi c'est c'est une catégorie sociale, mais les choses importantes, ça se joue pas forcément en suivant ces catégories, c'est tout. Je dirais pas grand-chose d'autre parce que et que justement toujours les êtres qui ont été un peu en dehors de toutes ces catégories, c'est ceux-là les seuls qui m'ont intéressée. Depuis toujours, j'aime bien les gens qui désertent les rôles qu'on leur assigne d'avance. Voilà, c'est ça. Donc, bon. Vous avez aussi, en 78, je crois, dit qu'on était aussi tous bisexuels. Ah oui. La binarité, vous essayez aussi de l'évacuer. Parce que bon, il y a eu ce qu'il y a d'intéressant, c'est, bon, peut-être vous le savez mieux maintenant que moi, puisque vous avez regardé l'histoire du féminisme à partir de ces années-là, et ce qu'il y a quand même d'incroyable, c'est les changements qui ont été... qui ont marqué l'itinéraire des gens qui avaient plutôt des noms connus dans l'affaire. C'est-à-dire que les unes et les autres ont changé radicalement de position. Et en particulier, quand il y a eu une réédition justement du fameux Lâcher-tout. Donc j'ai fait une préface, et la préface, ça s'appelait « Retournement de jupe ». Parce que je me suis rendu compte que des choses qui avaient été dites dans ces années 70, les mêmes dans les années 80, disaient maintenant le contraire. Alors, de qui se moque-t-on? Et à chaque fois avec la même assurance, la même prétention, et ça, je supportais pas ça. Qu'est-ce que je disais encore, de quoi on parlait? Parce que j'ai un peu déraillé. J'ai dit pour ceux qui ne savaient pas qu'en 78, vous avez dit qu'on était tous bisexuels. Oui, alors donc au départ, là, dans les années 70, il y avait une sorte, c'était une idéologie tellement simpliste, tellement stupide, c'est-à-dire d'un côté il y avait les femmes, alors c'était la merveille des merveilles, de l'autre côté il y avait les hommes, c'était l'ennemi absolu. Et bon, il y avait une imbécile comme Annie Leclerc qui écrivait du ventre des hommes ne peut sortir que des vers. Bon, alors qu'est-ce que c'est? Alors bon, devant ça, on ne peut que justement se réclamer de ce qui est une bisexualité qui est celle de tous les êtres, non? Et ça, il me semblait, mais à ce moment-là, ça tenait du crime de lèse-majesté de rappeler ça, qui est quand même une évidence. Et voilà, donc après les autres, c'est les mêmes qui ont dû après enfiler d'autres habits. C'est toujours les habits neufs du pouvoir qui sont, parce que c'est aussi, il y a des questions de pouvoir. Je reprends ce que vous disiez dans le film, c'est-à-dire que là on voit la façon dont certaines personnes peuvent s'approprier des idées qui n'étaient pas les leurs auparavant. Oui. Et est-ce que ça peut pas être aussi, dans le film vous parlez de repousser l'horizon, d'ouvrir l'horizon, d'aller au-delà de l'horizon, de construire un regard qui permet d'aller au-delà. Est-ce que des personnes qui sont à un moment enfermées dans des idées ne peuvent pas, d'une manière ou d'une autre, bousculer les choses, y compris leur propre carcan, et puis se mettre à penser autrement? Est-ce que le travail de la pensée, c'est pas ça aussi? Oui, ça je suis tout à fait d'accord. Mais bon, j'ai dit pour moi à quel point, donc, quand je me suis occupée de façon quand même assez intense, enfin assez continue de ça, de ce dont je suis
vraiment très reconnaissante, c'est que ça m'a aidé à me débarrasser d'idées. Justement de ces idées carcans, de ces idées qui entravent aussi le mouvement des êtres. Alors que oui, on peut changer, que oui, on peut effectivement sortir. Et on a tous été, étant donné l'éducation qu'on a reçue, j'imagine qu'en Suisse, ça ne doit pas être pire qu'en France et réciproquement. Donc, étant donné l'éducation qu'on a reçue, tous nous avons à nous débarrasser de ces systèmes entraves, de ces carcans qu'on essaye de nous imposer. Bon. Mais d'un autre côté, là, en ce qui concerne, en l'occurrence, ces féministes-là dont on a parlé, c'est que ces gens ont toujours changé de sorte à être toujours au devant de la scène et à toujours exercer une position de pouvoir. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire, on peut se tromper, on change, mais bizarrement, ces gens changent toujours pour se retrouver toujours aux mêmes positions de force. Et ça, je ne pardonne pas ça. Au moins, ça me permet de suspecter beaucoup l'honnêteté du parcours, quoi. Voilà. Est-ce que cette honnêteté, du coup, on pourrait se dire que peut-être, s'il y a honnêteté, authenticité, c'est justement en allant là où ça n'est pas porteur, oui. Là où les idées sont dangereuses, mais pas dangereuses pour les autres, mais aussi pour soi. Bah oui, oui. D'accord. Oui, c'est plutôt de cet ordre-là. Oui. Oui. Et alors, comment on s'en sort? Parce que tout à l'heure, vous parliez de danger, enfin de terreur même exercée par des groupes qui vont défendre des idées qui paraissent progressistes, mais qui en fait enferment. Comment on fait? Est-ce que, par exemple, le fait d'aller du côté de la poésie, du côté de la création, ça peut être une solution, sachant que ça met en bascule ce que vous proposez avec tout le travail qui est le travail de rationalisation, de la raison, d'ancrage dans la réalité. Comment on peut faire ça? Pour sortir? Ouais. Bon, je vais pas donner de recette parce qu'il n'y en a pas. Parce que chacun doit trouver, justement, l'histoire d'essayer d'en sortir. Parce que, en plus, aujourd'hui, tout est fait pour qu'on nous convainque de façon plus ou moins insidieuse, plus ou moins violente, qu'on ne peut pas sortir de la réalité. Que le monde est ce qu'il est et que, bon, bah, il faut s'en accommoder. À nouveau, là, Sade dit Dieu est le seul tort que je ne puisse pardonner à l'homme. Bon, moi, je suis de cet ordre-là, enfin, je me retrouve là-dedans. Encore qu'on comprenne pourquoi. Aussi pourquoi les gens fabriquent tout ça, justement. Pour pas affronter la vie, pour pas essayer justement de trouver des solutions pour en sortir. C'est ça. Bon, donc on en revient aux solutions pour en sortir, oui. que je n'ai pas, mais il me semble quand même que ce qui importe, c'est justement d'essayer de se débarrasser des idées qui nous entravent. Et ça, on peut quand même les uns et les autres s'en rendre compte au fur et à mesure, d'un côté. Et puis, par ailleurs, comment dire, je pense que chacun peut... Ce qu'il y a aussi quand on essaye de trouver des voies qui ne sont pas forcément les chemins qu'on essaye de nous imposer, qu'il y a toujours des rencontres qui font que il y aura un autre chemin qui va s'ouvrir et peut-être l'horizon. Et ça, je dois dire que les gens avec qui j'ai vécu, enfin qui étaient près du surréalisme, donc vous connaissez en gros l'idée de la notion de hasard objectif, mais il me semble que même la notion de hasard objectif n'a pas été assez réfléchie, assez élaborée. Il y a quelque chose de tout à fait étonnant qui est que quand on prend d'autres chemins, quand on prend des chemins de traverse, alors on va rencontrer des personnes qui vont aussi vous mener ailleurs. Et ça, je pense que c'est pas une solution, mais c'est quand même une indication de direction. C'est une direction, voilà. Ouais, c'est une direction, ça c'est sûr. Et bon, le fait aussi que après,
après 40 ans, je m'excuse de faire allusion à ces gens-là, à ces années-là quand même. Mais bon, qu'après 40 ans, je me retrouve là avec vous. Pour moi, c'est tout à fait, c'est formidable, quoi. Oui, parce que bon, vous imaginez, moi, je suis dans aucun truc officiel, quoi. C'est ça, et que je me retrouve avec des gens qui est vivant, avec des gens qui essayent de vivre autrement. Moi, c'est plutôt ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc, mais tout ça, c'est en fait, c'est à cause, oui. À cause de Stéphanie, on est d'accord. Oui. C'est là qu'on voit l'intérêt de lire des livres et de les maîtriser, vraiment de les avoir en soi, de les avoir incorporés. C'est qu'elle fait ce que vous préconisiez il y a 40 ans, en créant des hasards, en nous obligeant à nous rencontrer ce soir, à nous retrouver ici en plus. Oui. Ça n'a pas de sens, a priori. Et pourtant, c'est là qu'il se passe des choses. Et je voulais revenir aussi sur quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ce que vous disiez sur justement la rencontre. Et le fait que la rencontre, le fait de rencontrer quelqu'un, ce que vous venez de dire, ça nous permet de créer quelque chose qui était impensable, voire impossible auparavant. Est-ce que vous pourriez développer? Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que ça, c'est comment dire, le fait de rencontrer des êtres, tout d'un coup, il se crée un autre espace. Bon, en particulier dans un rapport amoureux, passionnel, etc. Et donc, justement, tout d'un coup, parce qu'il y a un secret entre ces personnes, entre ces deux êtres ou plusieurs, puisque ça peut aussi arriver qu'il y ait des rencontres suivant les affinités électives. Et là, c'est une des choses les plus fortes qu'on puisse vivre et qu'on puisse opposer au monde. Parce que c'est ça, en quelque sorte, l'utopie, mais pas l'utopie fermée, mais l'utopie en train de se réaliser. C'est d'arriver à créer ces espaces où on peut respirer différemment. Et ça, c'est d'une importance colossale. Et c'est peut-être ça les moyens de sortie, mais justement, il n'y a pas de recette. C'est que chaque être est à même de le faire, et du même coup, c'est aussi, ça se communique. Hein. Parce qu'il y a aussi cette chose-là, c'est autant la soumission est contagieuse, hein, mais autant la liberté l'est. Parce qu'à partir du moment où tout d'un coup il y a ces espaces créés, eh bien il y a des êtres qui n'auraient même pas pensé de respirer différemment. Et tout d'un coup, ça leur est donné comme cadeau, et bon, il suffit qu'ils soient là et ils vont être différents. Ils vont être différents en ce sens qu'ils vont aller beaucoup plus loin qu'ils n'avaient jamais imaginé. Et ça, pour moi, c'est ça le... Parce qu'au final, c'est ce qui se joue entre deux corps, en fait. Oui, bien sûr. Ça se passe jamais seulement par la tête. Non, mais c'est important parce que là, du coup, ça renvoie à ce que vous dites sur la passion, sur le fait qu'on pense avec la passion. C'est ça. Et, par exemple, vous êtes encadré par 2 universitaires, on nous apprend tout le contraire depuis le début. Voilà. On pense contre la passion. Et vous nous dites, bah non, il faut aller du côté de la passion, du côté de l'entre-les-corps. C'est comme ça qu'il faut faire. Oui, mais bon, vous avez vu les 2 universitaires que vous êtes. C'est peut-être pas le modèle qu'on met en avant sur les... On est quand même dans une posture, parce qu'on est, on a une configuration, on a une table avec l'invité, les conférenciers. Là, on a demandé s'il fallait resserrer le cercle. Bon, le cercle, il peut se faire, il se fait aussi pas forcément physiquement. C'est par justement cet espace qu'on va créer. Voilà. Et bon, et vous, justement, le fait qu'il y ait maintenant que ce soit possible aussi, quand même, dans l'université, à l'intérieur de l'université, de pouvoir développer d'autres discours, d'autres pratiques, on va débouchant sur d'autres pratiques, ça c'est quand même plutôt réconfortant. Mais c'est peut-être pas drôle pour vous tous les jours. Mais bon, je suis assez content d'être là aussi, hein, pour avoir été invité dans un lieu que je ne connaissais pas. Je suis assez content d'être ici plutôt qu'à l'UNIL, effectivement. L'UNIL qui est l'université de Lausanne. Qui a besoin d'air aussi parfois. J'ai dit on peut couper. Je crois qu'il y avait une question. Oui, en fait, la notion d'idée, je la comprends pas très bien. La notion d'idée. Moi, je traduis ça par les croyances de chacun. Oui. C'est ça un peu. Bah, c'est un peu ça, oui. Mais bon, je dis qu'il y a quand même il y a des idées
qui nous ont été inculquées par l'éducation. Oui, mais c'est de l'ordre aussi des croyances, c'est ça. Oui. C'est bien, vous avez raison de parler de croyances parce que... Pour moi, on est dirigé par toutes les croyances qu'on peut avoir, qu'on nous a inculquées, qu'on a voulu apprendre. Je pense que c'est ça qui fait qu'on est enfermé là-dedans. Oui. Pour moi, je pensais idée, puis je voyais plutôt croyance. Oui. Mais bon, je pense que vous avez raison de justement mettre ça, parce que très souvent, il y a ce qu'on fait passer pour des idées, c'est des croyances. C'est ça. Et que justement, ce que moi j'ai appris de ça en disant qu'il débarrasse des choses formidables, c'est qu'il aide à se débarrasser des idées, c'est que justement, il met en cause, enfin son combat contre la religion est évident, mais son combat contre la religion est beaucoup plus fort à mes yeux, parce qu'il met en cause justement la religiosité qu'il y a dans les êtres qui font qu'on va accepter, qu'on va croire. Et c'est pour ça que c'est bien que vous... Je parlais de croyances, je parlais à des croyances comme par exemple, je crois que si je traverse la route, il va m'arriver quelque chose. Ça, c'est des superstitions, ça c'est autre chose. Qui sont plutôt par rapport à l'éducation qu'on a. Oui. Moi, je ne parle pas forcément de spiritualité, je parle de toutes les petites croyances qu'on a qui empêchent des fois d'avancer, tout simplement. Oui, mais bon, quand même, les idées ont cette fonction de croyance. Et que justement, ce qui est important, c'est de se débarrasser d'une sorte de dévotion par rapport, ou de religiosité, par rapport aussi à des grandes idées dont on nous a battu les oreilles, etc. Mais c'est effectivement, oui. Oui, pour rebondir sur madame, bon, les croyances sont limitantes, hein, on dit toujours. Attendez, Que les croyances sont forcément limitantes. Oui. Voilà. Quelle est votre définition des idées par rapport aux croyances? Parce que moi, dans votre discours, j'ai effectivement compris idée comme croyance limitante. Ben, c'est quelque chose comme ça, oui. Et est-ce que vous faites une différence entre idées et croyances limitantes? Parce que toutes les idées ne sont pas des croyances limitantes. Exactement, vous avez tout à fait raison. Oui, vous avez tout à fait raison. Donc il y a une différence. Mais bon, oui, mais il y a une différence. Il y a une différence. Mais il y a beaucoup d'idées qui nous sont inculquées comme des idées et qui sont en réalité des croyances. Voilà, qui font partie de systèmes. Oui, c'est ça. Mais bon, il y a des idées qui sont des idées. Voilà, par exemple. Est-ce qu'il y a de bonnes idées? Voilà, par exemple, quelles sont les bonnes idées? Et justement, par rapport à cette question des bonnes idées, moi je suis en tant que pseudo-universitaire, mon sujet de base sur lequel je travaille, c'est finalement l'irréductibilité du mal. Et vous l'avez évoqué à propos de ça hier soir, de la Louve, et aussi dans les cercles, je dirais plutôt de gauche, ou dans les cercles comme celui de l'espace autogéré ici. La question, c'est comment arriver au bien, d'une manière ou d'une autre. Alors, comment est-ce que vous envisagez ça? Est-ce qu'il y a dans la part, enfin, ça montre bien que quand on déclare OK, on va pouvoir faire ce qu'on veut, il y a aussi une catastrophe qui se met en place, parce que on se met il y a les intérêts des uns et des autres qui ne rentrent pas forcément justement en accord. Mais comment est-ce que vous envisagez cette question de base sur laquelle vous avez travaillé beaucoup, puisque vous avez travaillé beaucoup sur ça justement? Bon, alors je ne sais pas si je vais répondre directement à ce que vous dites, mais après il faudrait même que je vous interroge sur qu'est-ce que c'est que le mal, etc. Alors le mal, oui. Moi, disons, je ne crois pas au mal, ni au bien. Ni au bien, voilà. Forcément. Bon. Et parce que, plutôt, donc j'ai mis en avant, et ça je tiens, j'ai mis en avant la question du noir. C'est qu'il y a au fond de chacun de nous, nous sommes habités par ces ténèbres. Bon. Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça. À partir du moment où justement les représentations religieuses de l'univers se sont écroulées, en particulier avec cette question si on prend la fin du XVIIIe siècle, effectivement, il y avait un univers où il y avait le mal, le bien, etc. Et tout d'un coup, à mesure que l'incroyance progresse, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et la modernité commence avec ça, on s'en est pas remis, et chacun essaye de ne pas voir justement les ténèbres qui sont en nous. Et
peut-être une des choses sur lesquelles j'ai insisté, c'est toujours de rappeler ça. Et par exemple aussi, de ce qui fait pour moi la grandeur de ça, c'est aussi de montrer que la liberté est aussi dangereuse. Hein. C'est-à-dire que à partir du moment où il n'y a plus ces béquilles, où il n'y a plus ça, donc on est quand même seul face à ces ténèbres qui sont aussi en nous. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux... Non, mais c'est tout à fait. Voilà. Mais c'est après on pourrait reparler de votre sujet. Non, oui. Mais je laisse la parole à d'autres personnes. Oui, C'est une question très terre à terre. oui. On parle de rencontres, et puis on a vu un film. Oui. Et, un film aussi souvent de rencontres. Oui. Et je suis curieuse de savoir comment ça s'est mis en place, comment s'est passée cette complicité qui ressort. Oui, alors donc cette façon très bizarre, tout d'un coup j'ai reçu une lettre de Cécile Varastig, qui est donc la scénariste en fait, du film, et qui m'a dit qu'elle avait lu mes livres et qu'elle et son amie étaient très intéressées et qu'elle me proposait un film. Et moi je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait, donc on s'est rencontrés parce que la lettre était très sympathique. Et puis j'ai rencontré Cécile et donc son amie Valérie Minetto. Et bon, ce qu'elles m'ont dit, ça me paraissait, voilà, je ne voyais pas. Et puis je me suis dit, j'ai dit oui comme ça sans beaucoup réfléchir comme souvent. Après bon, mais voilà. Et puis ça s'est fait, puis elle m'a dit on va peut-être aller dans les endroits qui vous plaisent. Alors donc on est allé en Bretagne, à Saint-Malo, et bon, Paris forcément, un peu en Croatie, voilà, parce que j'ai été liée à ces pays-là. Et puis voilà, on a voyagé. Puis après, j'ai pas beaucoup regardé. J'ai regardé certains passages, mais j'ai pas vu le film en entier. Hein. Et elle savait que j'aimais beaucoup Michel Faux. Et elles se sont adressées à Michel Faux pour faire la partie, pour la lecture, les lectures. Je sais pas si ça convenait bien à Michel Faux. Je pense que peut-être que c'était pas forcément ça qui lui... je sais pas. Enfin bon, a priori, je suis pas sûre que ce soit... il avait accepté, donc j'étais très contente. Mais voilà. Et puis après, bon, aussi ce qui me plaisait, c'est que quand même, elle venait de milieux féministes, enfin plus ou moins. Et alors là, j'étais très étonnée. Je me suis dit, comment il y a deux filles qui viennent de milieux féministes. Voilà. Et ce qui m'a plu, c'est qu'elles avaient bien compris quelles étaient mes positions, que j'étais pas anti-féministe, comme on a essayé aussi de me réduire, puisque j'ai rappelé là dernièrement que au moment de la parution du livre, il y avait dans l'Observateur de l'époque, qui était quand même un journal très lu, il y avait 2 pages avec ma photo en grand, et puis en gros titre, Madame Judas. Voilà. Voilà. Donc tout d'un coup, j'étais plus Judas, donc ça m'a plutôt plu, et elles étaient très sympathiques, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et après, elles ont bien respecté la distance à laquelle je me suis tenue. On a voyagé ensemble, donc c'est plutôt gai. Et puis après, bon, j'ai jamais vu vraiment le film parce que ça me pose des problèmes de rester là et de regarder ça pendant 1h30. Voilà, c'était comme ça. Mais en tout cas, j'étais très bon rapport avec elle. Mais Judas, c'est quelqu'un qui a fait l'histoire quand même. Oui, il a fait l'histoire, mais moi, j'ai pas des prétentions. C'est pas ce genre de prétention. Oui, c'est pas forcément un mauvais titre. Oui, mais bon, c'était pas très malin non plus. Enfin, bon. Oui. Oui. Ce qui m'intrigue, c'est ce qui dérangeait les féministes à l'époque. Parce que je me considère aussi comme une féministe. Oui. Bon. Puis seulement une vingtaine d'années, donc avant je ne m'en préoccupais pas, je suis devenue féministe à 30 ans. Et puis depuis, je m'intéresse au féminisme. Oui. Et je voulais savoir, parce que ça m'intrigue de savoir qu'on vous a classé comme ça. Ah oui, Judas, et concret, donnez-nous quelques exemples, je ne sais pas, plus concrets que... Enfin, est-ce que vous avez quelques anecdotes, quelques exemples pour que nous... Enfin, moi, je me rende compte qu'est-ce que ça voulait dire être attaqué par les féministes à l'époque. Voilà. Ça m'intéresse, puisque on est toujours, effectivement,
temps certains types de féministes qui s'affrontent, hein, encore aujourd'hui. Oui, ça j'imagine. Oui. Voilà, ça Oui, c'est pas nouveau. Oui. Là, mais maintenant, en plus, on fait des études genre, donc on vous dit, voilà ce qui est. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études genre. Oui, c'est ça. Oui, je comprends. Oui, mais je comprends aussi parce que j'étais avant, donc j'ai construit un discours féministe sans études genre. Ce qui évidemment ne plaît pas à ceux qui donnent les études genre. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est toujours ça. C'est quand même des questions de pouvoir. Maintenant, on l'a mis dans l'école, enfin, je veux dire, dans l'université. Oui, mais donc c'est vraiment des questions de pouvoir. Donc, dites-nous, dans les années 77, ce qui m'intéresse, c'est... Non, je suis désolée, hein, non, mais elle, je la classe pas, enfin, vous voyez, je la classe pas dans cette catégorie. Mais ça m'intrigue, parce que moi qui n'ai pas lu tout plein de bouquins sur le féminisme pour savoir, et je le fais au quotidien tous les jours, du féminisme, enfin, de l'égalité, du genre, de la mixité, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui dérangeait. Que vous ne disiez pas que les hommes sont mauvais, que les femmes sont géniales. C'est juste ça. On était là-dedans. Oui, là-dedans. D'accord. Bon, et puis aussi, il y avait quand même une sorte de terreur exercée, terreur intellectuelle. Tout d'un coup, c'était elle. Il n'y avait que ce discours-là qui devait passer. C'était elle qui était les meilleures. Voilà. Et c'était, par exemple, je sais, je l'ai peut-être dit, je m'excuse si... J'ai dit là, que pour l'histoire de la télévision. Par exemple, donc quand ce livre sort, je sais qu'il y a on me dit à la maison d'édition Le Sagittaire que ça va être très difficile, que dans toutes les rédactions des journaux, à ce moment-là, les féministes avaient décidé que ce livre serait boycotté. Ils ne voulaient pas en parler. Et donc, même le bruit courait que c'était un homme qui avait écrit ce livre-là. Non. Donc, c'était pas possible. On était dans un état tel que c'était pas possible qu'une fille... Et vous voyez, il y avait une sorte de consensus. C'était pas possible qu'une fille écrive ça. Bon. Et à ce moment-là, donc, moi j'étais très, très en dehors de tout. J'étais assez contre la télévision. Mais il y a eu une proposition d'être invitée à une émission à ce moment-là qui était très célèbre en France, qui était avec Bernard Pivot, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Apostrophe, voilà. Et donc j'étais invitée, et une des raisons majeures pour laquelle j'ai accepté d'aller à la télévision, c'était le fait que je montre que je ne suis pas un homme, en l'occurrence que ce n'est pas un type qui a écrit ça. Donc c'était pour vous donner une idée du climat. C'est de ça dont il s'agit. Et puis aussi, c'est que d'un autre côté, les gens qui étaient contre les féministes en général étaient les adversaires normaux, si je puis dire, de ce dont vous vous réclamez, de l'égalité entre tout ça. Donc c'était quand même la droite, hein, la droite traditionnelle qui était contre les féministes. Et étant donné la critique que je développais, c'était la première critique de gauche de leur position idéologique. Et ça les gênait beaucoup. Parce que tout d'un coup, elles ne pouvaient plus prétendre, enfin, qu'il y avait une radicalité, et puis aussi comme il y avait aussi une grande ignorance au départ, c'est-à-dire c'est des personnes qui justement ne savaient pas qu'il y avait eu, maintenant on a parlé d'Olympe de Gouges, mais ils n'avaient aucune idée de qui était Olympe de Gouges. Elles prétendaient avoir découvert l'Amérique, et tout d'un coup, moi je mettais en avant qu'il y avait eu telle femme, qu'il y avait eu Flora Tristan, il y avait eu des personnes comme ça. Et là, c'était quand même gênant, justement parce que je donnais des bases, je donnais aussi, je mettais en cause leurs pratiques et leur discours idéologique par rapport à une tradition qui était autrement intéressante que celle dont elles voulaient devenir les propriétaires. C'est là où ça a coincé. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que à ce moment-là, il y a eu des filles qui étaient justement lesbiennes radicales qui se sont rapprochées de moi. Bon, moi, je ne voulais pas non plus exercer un pouvoir particulier, mais parce qu'elles s'étaient senties instrumentalisées, justement, par les gens autour de Antoinette Fouque et tout ça, donc il y avait autour de la librairie des femmes.
Et bon, à un moment, elle n'en pouvait plus, donc il fallait qu'elle s'en aille. Donc elles ont pris plus ou moins comme ça. Mais en même temps, j'ai pas... Parce que d'un côté, il y a eu aussi, justement après la télévision, on a voulu faire de moi l'antiféministe de service. Très vite, j'ai dit que non, que j'allais pas venir. Donc, quand on refuse au bout de 2 fois, 2-3 fois, là, ils comprennent assez vite que ça marche plus, donc on m'a oublié d'un côté. Et puis, il y avait ça, et puis d'un autre côté, je ne sais plus ce que je voulais dire, donc ça reviendra, mais il y avait ça, on voulait aussi me réduire à ça, de l'autre côté, et je ne voulais pas non plus être ça. Des deux côtés. Des deux côtés, voilà, c'est ça. Vous dites à un moment, dans le film, dans cette interview, oui. Il faut savoir dire non, Oui. à un moment, pour être en mesure de savoir ce qui est souhaitable. Et au moment où vous dites ça dans le film, il y a votre regard qui s'illumine. Ah bon? Mais oui, vous ne l'avez pas vu, peut-être, ce passage. C'est-à-dire qu'à un moment, on voit votre réflexion et le fait de mettre en lien le non, donc le fait peut-être de dire non aussi à la télévision et à toute cette mise en scène, ce qui permet de prendre de la distance et pour soi de savoir ce qui est souhaitable. Et je voudrais savoir si ça a été aussi pour vous une sorte d'espace que vous avez créé vous-même avec le silence qui a été le vôtre, puisque vous avez eu un moment de retrait. Ah oui, oui. Et est-ce que ça a été ça finalement, cette façon de dire non pour arriver vers le souhaitable pour vous? Oui, c'est-à-dire parce que aussi c'est ce monde-là qui essaye toujours de vous, justement, d'empêcher de vous enfermer dans ce que vous êtes, c'est-à-dire d'empêcher que les perspectives restent ouvertes. Donc on fait de vous un spécialiste. Et ça, je pense qu'il faut absolument dire non aux spécialistes, parce que ça participe aussi de la marchandisation et de la multiplicité des marchés qui sont, parce que c'est une des ruses actuelles du capitalisme, c'est-à-dire affirmer votre différence, mais je vous en prie, affirmez votre différence, on va bien trouver quelque chose à vous vendre au nom de cette différence, quoi. C'est ça qui est grave. Donc effectivement, au nom de ces différences, on a fait des populations de consommateurs. Et que cette façon de prendre de la distance, il me semble que c'est toujours souhaitable, parce que d'abord, c'est un espace de dégagement, donc on peut mieux voir où se trouve l'horizon, et puis de ne pas être l'otage justement de puissance et de force qui veulent vous cantonner à ce que vous êtes à un moment. C'est ça, et qu'effectivement le nom a que toujours quelque chose d'illuminant. C'est surtout qui permet de prendre de la distance, c'est ça. Parce que c'est aussi ce que ce monde empêche. Hein, parce que c'est en 2000, j'avais écrit un truc qui s'appelait Du trop de réalité. C'est qu'il m'avait semblé qu'une des nouvelles formes de censure, c'était pas la censure par privation, par interdiction, c'était justement la censure par excès. Et là, le capital faisait d'une pierre deux coups, parce que d'un côté, ça neutralisait tout ce qui pouvait être subversif, en en faisant un produit interchangeable et immédiatement remplaçable par un autre. Et puis d'un autre côté, eh bien, on vous vendait ce qu'on voulait vous. C'était la carte forcée en quelque sorte, qui était la matérialisation de la réification de votre différence, quoi, c'est ça. Ouais. Puis la censure par excès, c'est valable pour le corps aussi. Ah ben, comment? Ah oui, c'est-à-dire on vous donne, il y a toute une production comme ça, des trucs érotico-pornographiques, c'est plutôt que on vous donne en quelque sorte à manger avant que vous ayez faim ou avant que vous sachiez ce que vous voulez manger. C'est ça. C'est le gavage, hein, c'est aussi une censure par le gavage. Bon, et alors donc pour revenir au nom qui permet de prendre de la distance, et c'est ça aussi, cette distance permet le discernement. Et c'est ça, c'est très... Le dévoilement aussi. Et le dévoilement aussi. Ouais. Et aussi de se rendre compte que le désir est une puissance de discernement, contrairement à ce qu'on dit.
que l'amour est aveugle. Non, non, c'est tout à fait différent. C'est l'inverse. Est-ce qu'il y a des questions? On va rester là. Oui, restons là. Merci Annie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci d'être là.